Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, c'est Sens Public, votre rendez-vous de débat et de reportage sur Public Sénat tous les jours du lundi au jeudi à 18h et 22h. On donne du sens à l'actualité grâce à nos experts. Et ce soir, en pleine réforme des retraites, c'est une émission spéciale que je vous propose sur la valeur travail. Est-elle en perdition, percutée par la crise Covid, le télétravail, mais aussi par celles et ceux qui revendiquent haut et fort à la tribune de l'Assemblée le droit à la paresse? Nous vous empêcherons demain et les autres jours d'accaparer notre bien commun, la retraite. Paul Lafargue écrivait dans Le droit à la paresse qu'il la fallait pour les classes ouvrières, précisément parce qu'elle permettait de contraindre les bourgeois à arrêter de surconsommer. Oui, nous en sommes là. Oui au droit à la paresse. Oui au droit à la retraite à 60 ans. Ce sera sans doute plus calme au Sénat. Quelles réponses les politiques et les entreprises doivent-ils apporter à la quête de sens réclamée par de plus en plus de salariés? C'est ce que nous verrons dans notre premier débat. Et puis juste après, on va comparer notre système de retraite à celui de nos voisins, voir comment des journalistes européens, une Allemande, un Italien, une Portugaise, analysent la place du travail et des loisirs dans la société française. Mais d'abord, cette question, la France est-elle frappée par une épidémie de flemme? À lire l'étude publiée au mois de novembre par l'IFOP et la Fondation Jean Jaurès, la réponse est plutôt oui. Hugo Lemonnier. Le travail, une valeur de moins en moins investie par les Français. En 1990, 60% des sondés considéraient le travail très important. Ils ne sont plus que 24% en 2022, d'après une étude de la Fondation Jean Jaurès. Ce serait une erreur de dire que les Français ne veulent plus, et a fortiori les jeunes, ne veulent plus travailler. Tout le monde a besoin de travailler, mais l'emploi fait moins envie tel qu'il se présente actuellement. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de jeunes qui arrivent sur le marché du travail, qui ont vu leurs parents, qui ont vu leurs proches travailler beaucoup sans être forcément reconnus, qui ont vu des générations galérer, pouvant se retrouver du jour au lendemain au chômage et qui n'ont pas forcément envie de faire les mêmes, entre guillemets, sacrifices par rapport à ça. Si les formes de pénibilité au travail varient selon les classes sociales, les salariés, qu'ils soient cadres, ouvriers ou employés, parlent tous d'un même manque de reconnaissance. Et quand on parle de reconnaissance, il y a la rémunération, mais il n'y a pas que la rémunération. C'est souvent vous êtes souvent confronté à un management vertical, avec cette culture de plutôt voir quand les choses vont pas forcément bien, sans dire quand les choses vont bien. Et puis vous avez aussi, quel que soit là aussi que vous soyez cadre, ouvrier ou employé, le sentiment que vous ne pouvez pas suffisamment vous projeter dans votre entreprise. C'est-à-dire que vos perspectives d'évolution en interne sont pas assez importantes. À ces tendances s'ajoute pour les jeunes diplômés une quête de sens à laquelle le marché du travail semble avoir du mal à répondre. Vous ne pouvez plus aujourd'hui recruter un cadre de moins de 35 ans uniquement sur des aspects traditionnels de salaire ou de place dans la hiérarchie. C'est l'entreprise aussi qui sera investie sur tous ces enjeux sociaux et environnementaux qui sera davantage choisi. Ces transformations du rapport au travail ne s'accompagnent pas pour autant d'une grande vague de démissions. Si une majorité des sondés envisageaient de quitter leur emploi fin 2022, seuls 2,7% des salariés a sauté le pas. Je vous présente tout de suite les invités de ce premier débat. Chloé Morin, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes politologue, auteur de ce livre On aura tout essayé, qui vient de sortir aux éditions Fayard, après le succès de votre précédent ouvrage On a les politiques qu'on mérite, qui était sorti l'an dernier. Michaël Zemmour, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes enseignant-chercheur au Centre d'économie de la Sorbonne Université Paris 1. J'accueille également Jean-Marc Daniel, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes économiste. Émilie Zapalski, bonsoir. Bienvenue, spécialiste en communication publique et éditorialiste pour Sens Public. Cette semaine, Chloé Morin, est-ce que vous reprenez à votre compte l'expression de cette étude de l'IFOP et de la Fondation Jean Jaurès, que vous connaissez évidemment très bien, la France frappée par une épidémie de flemme? Alors, je pense que le rapport au travail change. Ouais. Clairement. Après, une épidémie de flemme, ça c'est porter un jugement un peu négatif sur des tendances qui sont profondes et qui me semblent justifier la transformation de notre rapport au travail. Ça me semble pour le coup pas nécessairement négatif. Ouais. Donc oui, mais c'était très bien dit dans votre sujet. En gros, ce qui se passe, c'est les gens réordonnent leurs priorités. C'est pas seulement que le travail qui n'ont plus envie de travailler, c'est surtout que en fait, par rapport à l'ensemble de ce qui fait l'équilibre d'une vie, ils repensent les choses et c'est surtout d'ailleurs sans doute les jeunes générations. Ce qui est frappant, c'est que l'idéal en fait qui a été celui de
pas mal de générations du cadre qui travaille très dur, où en fait celui qui fait le plus d'heures possible au bureau, qui arrive très tôt, qui repart très tard, qui travaille le week-end, tout ça, ça n'est plus un idéal de vie. Et quelque part, quand on voit les excès que ça a comporté, c'est peut-être pas si mal, sans nécessairement tomber dans l'excès inverse qui est plus personne veut travailler, quoi. Michaël Zemmour, moi, en vous entendant, je pense notamment à la représentante des internes qui est venue ici parler de son métier de médecin et dire que voilà, les internes français aujourd'hui, dans leur grande majorité, ils veulent plus du tout pratiquer leur art comme leurs parents, ou même encore plus leurs grands-parents le faisaient. On voit, il y a effectivement des étudiants de grandes écoles ou d'universités aussi, Michaël Zemmour, qui ont exprimé ça à la remise des diplômes. Est-ce que c'est générationnel ou est-ce que c'est plus profond que ça ? Je sais pas, il y a sans doute des choses différentes. Quand vous parlez des internes, il y a sans doute une question de genre. Ce qu'expliquent les vieux internes en disant nous on fonctionnait pas comme ça, c'était des internes hommes qui avaient à domicile des personnes qui étaient moins en emploi ou pas en emploi et qui s'occupaient de la maison. Ouais. Et aujourd'hui, à l'hôpital ou les professions médicales, elles expliquent qu'elles ont un travail et une vie privée et qu'elles veulent pouvoir faire les deux. Donc ça, c'est une première chose. Puis il y a la question du sens dont vous parlez, qui est important. Je pense que dans les années 80-90, il y avait le capitalisme en lui-même fournissait son propre sens, c'est-à-dire que la réussite de l'entreprise, c'était un objectif, et qu'aujourd'hui, il n'a pas vraiment de proposition sociale et économique à faire, et que, en revanche, des choses qui apparaissent importantes, et notamment l'urgence climatique, mais aussi les objectifs sociaux, sont au cœur des préoccupations des diplômés. Et donc, ils ne sont pas simplement dans la réussite de l'entreprise, mais ils cherchent à travailler pour quelque chose. Et je pense que c'est de ça dont on entend parler. Jean-Marc Daniel, je reprends le mot flemme, même si on ne va pas faire toute l'émission là-dessus. C'est de la flemme, c'est de la fatigue accumulée face aux crises. Comment vous l'analysez, vous ? Non, je ne pense pas que ce soit de la flemme. Hein. Il n'y a jamais eu autant de gens qui étaient au travail dans ce pays. Et on dit depuis plusieurs générations, mais il faut bien voir, on parle des années 80, mais dans les années 1950, d'abord on travaillait beaucoup plus, mais surtout le travail, c'était du travail agricole et du travail ouvrier. Maintenant, le travail, il n'y a plus d'agriculteurs, il y a 400 000 exploitations agricoles. Ouais. Il y a 3 fois moins que dans les années 70. Oui. Il y a 3 millions d'ouvriers, alors qu'encore en 1975, il y avait 6 millions d'ouvriers. Donc le travail a changé complètement de nature, et à partir de ce moment-là, il y a des modes d'organisation, de réflexion, de rapport au travail qui ont changé. Le syndicalisme n'est plus le même dans un monde ouvrier et dans un monde de cadre. Mais là, il y a eu un effet d'accélération quand même. Post-Covid qui a peut-être surpris à tort, mais qui a quand même surpris. La deuxième chose, c'est que je pense qu'effectivement, on assiste à une mutation du travail avec 3 éléments qui jouent. D'abord, effectivement, le Covid a montré que le télétravail pouvait être un moyen de s'organiser. Le deuxième enjeu, c'est qu'il y a de plus en plus d'auto-entrepreneurs, et les auto-entrepreneurs, c'est pas uniquement des gens qui partent à la retraite ou des gens qui font un complément de salaire au travers de l'auto-entrepreneuriat. C'est effectivement un mode d'organisation, et un certain nombre de gens se disent, mon Dieu, c'est pas forcément désagréable d'avoir une certaine forme d'autonomie. On voit bien en Californie, où on a voulu requalifier les auto-entrepreneurs, l'équivalent en salariés, c'est la population elle-même qui a dit non, on veut garder cette autonomie, cette forme d'organisation. Et le troisième élément, je pense, c'est que par rapport aux années 80, il y avait une contestation du travail, il y avait une contestation du capitalisme, et il y avait des lieux où on pouvait dire on vit mieux. On s'est débarrassé du capitalisme. Le message des années 70-80, en mai 68, il y avait des gens qui pensaient qu'en Chine, on vivait beaucoup mieux qu'en France, et donc on pouvait organiser différemment le travail. Il y a des gens qui ont dit, écoutez, vous allez au Cambodge de Pol Pot et on vit beaucoup mieux. Sauf que maintenant, on sait qu'au Cambodge de Pol Pot, on vivait nettement moins bien que maintenant. Et donc, je rejoins Michaël, c'est-à-dire que les enjeux et les espoirs ne sont plus sur l'organisation du travail, mais c'est sur la réponse aux problèmes climatiques, la réponse aux problèmes énergétiques. C'est plus la réponse à l'organisation du travail. Oui, mais Michaël Zemmour, les espoirs, ils peuvent être dans l'entreprise. Paradoxalement, quand on étudie le niveau de confiance des Français dans les institutions en général, l'entreprise arrive quasiment en première position. Oui. Et puis, je pense qu'il y a aussi... Donc ça peut sembler contradictoire. Quoi. D'abord, les entreprises, ça dépend. Il y a des métiers qui sont des métiers de pure exécution, où on vient, on fait ses heures et où il n'y a pas de sens particulier, si ce n'est le travail bien fait. Et puis il y en a où des postes où on peut avoir un sens plus particulier. Mais il y a aussi une question de reconnaissance. On est dans une période où le chômage baisse. Quand le chômage baisse, traditionnellement, on est plus exigeant. Et on est exigeant sur quoi ? Soit sur la capacité à décider ce sur quoi on travaille, soit sur son temps de travail, soit sur la rémunération. La rémunération, ça bouge pas. Les jeunes qui sont embauchés aujourd'hui sont embauchés à des salaires inférieurs aux jeunes embauchés il y a 10 ans.
Sur le temps de travail, ça peut être justement une aspiration à avoir du temps libéré. Et sur le fait de décider ce qu'on fait, effectivement, apparemment, quand on fait des comparaisons internationales, il y a d'autres pays où les salariés sont davantage associés à l'organisation du travail ou au projet de l'entreprise qu'en France. Il me semble qu'il y a en effet beaucoup de changements. Moi, je le prends d'une manière assez positive parce que je me dis, c'est forcément pour aller dans du sens, dans du bien-être aussi, dans du mieux travailler peut-être aussi, avec plus d'autonomie et peut-être des tâches à l'objectif et pas forcément autant rester, parce qu'on se souvient il faut rester le plus longtemps possible pour être bien vu et pour bien travailler soi-disant. Mais maintenant, il y a besoin d'adaptation et c'est vrai qu'on a l'impression que les entreprises, elles sont allées vers le télétravail à reculons et c'est vrai que le Covid a accéléré les choses et on voit bien que les salariés en ont envie et que ça fonctionne. Mais simplement, c'est un mode de management qui est complètement différent. Il faut complètement changer tout ça. Et vous parliez d'auto-entrepreneurs. Oui, il y a des auto-entrepreneurs, mais on est quand même une France beaucoup plus de salariés. On a encore du mal à s'adapter à ça. Je prends juste un exemple. Pendant la crise Covid, au début, on leur donnait 1 500 € par mois aux auto-entrepreneurs. Ça voulait dire, vous savez, le fonds de solidarité, c'était quand même un peu mec. Ça veut dire qu'on peut pas imaginer que des auto-entrepreneurs gagnent mieux. C'est vrai qu'il y en a qui gagnent pas beaucoup, mais il y a des créateurs d'entreprises qui n'ont pas forcément de salariés, mais qui gagnent aussi. Et ce que je veux dire, c'est que c'est à la fois au sein des entreprises et au sein de l'État, il y a un grand bouleversement à avoir, une grande adaptation à ces nouveaux modes de travail et de conditions de travail qui sont demandés surtout par les jeunes. Chloé Morin, faire une réforme des retraites basée sur l'allongement de l'âge de départ au moment justement où les Français se posent des questions sur le sens du travail, est-ce que c'est pas un contresens politique ? C'est tout le problème, effectivement. Il y a 2 problèmes en fait dans cette réforme des retraites. Il y a un problème, au-delà de ce qu'on peut penser de l'option qui consiste à allonger l'âge de départ à la retraite. C'est le premier élément, c'est qu'en fait, on a fait tellement de réformes des retraites que les gens se disent, au fond, même avec cette réforme qui nous demande des efforts importants, on n'aura toujours pas réglé le problème. Et on va revenir dans 2 ans, 3 ans, 10 ans... pour nous dire qu'il faut à nouveau faire de nouveaux efforts. Donc il y a ce sentiment que le sujet n'est jamais réglé et qu'au fond, on fait des efforts en vain. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, effectivement, c'est que au moment même où une partie de la population est en train de repenser son rapport au travail ou voire exprime une souffrance au travail, on leur demande de travailler plus. Forcément, ça passe assez mal. Donc, le gouvernement aurait sans doute dû poser la question du travail avant de poser la question des retraites. Une fois qu'on a dit ça, c'est très compliqué parce que tous les sujets dont on a parlé aujourd'hui, c'est des sujets dont les politiques ont du mal à s'emparer. C'est-à-dire qu'ils parlent de valeur travail, ils parlent à la limite de durée du travail. Mais lorsqu'on parle de management, d'autonomie, d'équilibre entre vie perso et vie pro, c'est des choses qui peuvent se gérer que dans les entreprises. Et donc le politique est un peu impuissant, en fait, n'arrive pas à avoir prise sur ces éléments-là. Et quand on parle de culture managériale, par exemple, c'est pas le ministre du Travail qui décrète la manière dont une entreprise gère ses salariés. Jean-Marie Derrière, si on pose la question de la valeur travail, est-ce qu'un pays qui travaille moins, c'est forcément un pays qui s'appauvrit ? Ah oui, je pense que c'est un pays qui s'appauvrit parce que la richesse, c'est quoi ? C'est de la quantité de travail multipliée par la qualité du travail. Et donc, jusqu'à présent, on a pu baisser la quantité de travail parce qu'on a amélioré en permanence l'efficacité du travail, ce qu'on appelle la productivité. Or, en ce moment, il y a des rapports, il y a même un rapport qui avait été demandé par le précédent gouvernement qui avait conclu au fait que l'évolution de la productivité était un mystère. Alors, un mystère, mais un mystère négatif. C'est-à-dire que la productivité n'augmente plus, l'efficacité n'augmente plus. Et même dans certains pays, elle recule, comme en Italie. On se pose la question de savoir si en France, on ne va pas être bientôt dans cette situation. Donc, il n'y a pas d'autre choix que de travailler plus si j'essaie d'aller au bout de la démonstration ? On est exactement, en termes de bouclage macroéconomique, de la même situation que 82-83. Un déficit extérieur considérable, ce qui veut dire que le revenu qui est distribué à la population est supérieur à la production réalisée par cette population. Et donc, si on veut équilibrer nos comptes, on n'a que 2 solutions. Soit on augmente la production, soit on baisse le revenu. En 82-83, on a choisi de baisser le revenu. Je rappelle quand même qu'en 82-83, la politique de rigueur, ça consistait à baisser le revenu. C'est le revenu, la baisse de revenu la plus spectaculaire qu'on a connue depuis la libération, elle a lieu en 83. Bon, donc c'est pas exactement ce vers quoi on s'oriente. Donc, l'autre solution, c'est d'augmenter la quantité de travail. Alors, augmenter la quantité de travail, c'est en ça que le message du gouvernement est ambigu. C'est-à-dire que dans ses vœux, le président de la République dit « travail »
engagement, et ça se traduit par report de l'âge de départ à la retraite. Mais l'OCDE, dans son dernier rapport sur la France, dit effectivement, il faut augmenter la quantité de travail, mais il est probable qu'il vaut mieux supprimer des jours de congé que de reporter l'âge de départ à la retraite. Parce que entre 62 et 64 ans, normalement, les gens sont moins efficaces, même si on reste quand même dynamique entre 62 et 64 ans. Alors que si on supprime des jours de fériés, on va faire travailler des gens qui ont entre 25 et 50 ans qui sont au milieu de leur capacité. Et donc, effectivement, le choix, je pense, pour la France, c'est soit on baisse le revenu, soit on augmente la quantité de travail, soit on continue dans l'illusion actuelle qui consiste à faire payer nos importations par les exportations allemandes. Parce que pourquoi on n'est pas en 83 ? Pourquoi on n'a pas la nécessité de 83 ? C'est qu'il y a une illusion qui est entretenue par la zone euro. Ce qui nous manque, c'est les Allemands qui nous l'apportent. Alors on va y revenir évidemment, mais vous avez fait allusion aux vœux d'Emmanuel Macron. Émilie, vous avez, pour évaluer l'utilisation du mot travail par le président de la République, vous avez sorti la calculette. Oui, j'ai sorti la calculette et j'ai vu que c'était presque 20 fois, 17 fois travail ou travailler. On avait ça dans les vœux d'Emmanuel Macron, comme vous l'avez souligné. Et si on l'écoutait vraiment, tout serait réglé par ce que vous avez repris comme expression, par notre travail et par notre engagement. Je vous propose de l'écouter justement à ce sujet. Je nous souhaite pour 2023, par notre travail et notre engagement, d'œuvrer à refonder une France plus forte, plus juste, pour la transmettre à nos enfants. C'est par notre travail et notre engagement que nous pourrons augmenter les moyens des forces de sécurité intérieure, de notre justice, de nos armées, face aux nouveaux défis géopolitiques et à la multiplication des conflits. C'est par notre travail et notre engagement que nous bâtirons aussi une nation productive et écologique. C'est par notre travail et notre engagement que nous restaurerons aussi une nation de confiance. Alors vous avez compris le principe, ça se déclinait un petit peu comme ça à l'infini. Une rhétorique qui a beaucoup d'accent sarkozyste, on se souvient de cette valeur travail. Et cette rhétorique autour du travail a été réutilisée par le président de la République récemment lors de son premier déplacement sur le sol français, puisque jusqu'à maintenant c'est vrai qu'il nous parlait plutôt de l'étranger, de la réforme des retraites et de toute autre chose. Et pour ce déplacement, il avait choisi Rungis. Alors, c'est pas par hasard non plus, c'est la France de ceux qui se lèvent tôt pour travailler. Et c'était aussi la petite chanson de Sarkozy et le même lieu qu'il avait utilisé en 2007 dans le cadre de sa campagne pour l'élection présidentielle. Alors pour Emmanuel Macron, il l'a rappelé lors de ce déplacement, il faut travailler plus longtemps parce qu'on vit plus âgé, pour créer plus de richesses pour le pays, pour réindustrialiser le pays, pour financer l'éducation, la santé. Je vous refais pas la liste parce qu'on est toujours dans ce même schéma. Et pour être tout à fait juste, c'est vrai que c'est quand même une valeur et une rhétorique que Emmanuel Macron avait utilisée depuis longtemps, depuis le début de sa candidature en 2017. Il était sur cette idée d'être le candidat du travail, mais là, il insiste lourdement. Et pourquoi il insiste maintenant sur la valeur travail ? Alors la rhétorique n'est pas choisie par hasard. Le moment est clé pour la réforme des retraites, puisqu'évidemment après une pause parlementaire, on a fini le passage à l'Assemblée nationale, on arrive au Sénat, qui est majoritairement de droite. Et le travail, forcément, c'est une valeur qui parle à la droite. Les Républicains, qui sont majoritaires au Sénat, ont d'ailleurs toujours défendu le report de l'âge légal à la retraite à 64 ans. Alors l'objectif de ces communications, qui sont légèrement appuyées, si vous me permettez, c'est clair, c'est de se rapprocher et de séduire cette droite qui permettrait au projet de loi d'être voté au Sénat pour oublier toute la cacophonie sans vote qui se tenait à l'Assemblée nationale jusqu'au 17 février. Et les ministres n'ont pas hésité à en rajouter une couche en forçant le trait ces dernières semaines, la palme revenant à Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui attaque l'opposition. Monsieur Mélenchon et ses amis défendent l'idée gauchiste, bobo, celle d'une société sans travail, sans effort, dit-il, dénonçant la négation du travail et le droit à la paresse, qui était soutenu, comme on l'a entendu tout à l'heure, par Sandrine Rousseau. Donc d'un côté, on frappe fort avec le travail, mais de l'autre, on caresse. Comment ? Ben oui, alors parce que l'idée du gouvernement, c'est petit à petit, après le projet de retraite, de réforme sur les retraites, qui agite toujours beaucoup et qui est toujours très peu soutenu par l'opinion publique, les syndicats et même les travailleurs qui se lèvent tôt parce qu'ils étaient aussi dans les rangs des manifestations, eh bien l'idée c'est de passer à du sucré après. Alors je vous explique, en fait, c'est l'idée d'un projet de loi plein emploi qui viendrait à la suite du projet de réforme des retraites et qui serait voté peut-être avant l'été et qui parlerait semaine de 4 jours, qualité de vie au travail et même généralisation du compte épargne-temps pour aménager son temps de travail sur l'année
Et bizarrement, ça c'est un souhait de la CFDT depuis très longtemps. Donc on voit qu'il y a l'envie de renouer les liens. Mais le problème, c'est qu'au Sénat, là, les Républicains ont commencé à monter en puissance pour faire une réforme des retraites beaucoup plus dure, avec notamment l'accélération de la fin des régimes spéciaux. Et ça peut agiter fortement, ou en tout cas relancer la machine des mobilisations. Et on entend déjà parler d'une grève reconductible qui a été annoncée par les syndicats de la SNCF après le 7 mars, jour d'arrêt de la France. Alors pas sûr que ce projet de loi plein emploi un peu sucré puisse calmer les ardeurs des mobilisations. Michaël Zemmour, je reprends la sortie du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et le fait que finalement, on va dire la partie droite du pouvoir macroniste, mais c'est pas seulement ça, c'est aussi la majorité LR ici au Sénat, ou des députés LR à l'Assemblée, même s'ils ont parfois semblé un peu à contre-emploi eux aussi. Il y a cette façon de... J'allais dire s'accaparer la valeur travail. Historiquement, c'était pas forcément une valeur de droite, la valeur travail. Pour moi, je suis désolé, mais c'est surtout de la diversion un peu politique. Ouais. Ça parle pas des enjeux. Et le rapport au travail dans la réforme des retraites, d'abord, il faut le distinguer selon les publics et les situations, mais c'est pas le même pour tout le monde. D'abord, il y a une première, pour moi, c'est la question peut-être la plus importante qui est posée, c'est travailler jusqu'à l'âge de la retraite. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Et vous avez à peu près... Le taux d'emploi des seniors dont vous parlez. C'est ça. Vous avez à peu près 25% des gens qui finissent leur carrière au chômage, en inactivité ou en invalidité. Et on sait que quand on décale la retraite, on va avoir à peu près peut-être 300 000 personnes en plus en emploi, mais à peu près 150 à 200 000 personnes en plus au chômage ou au RSA. Et donc, la première question que pose la question des retraites, c'est les personnes qui sont hors de l'emploi, parce que soit elles ont été licenciées, soit parce qu'on ne les a plus embauchées à cette période-là. Donc là, le ministre de l'Intérieur parle complètement à côté de ce sujet-là. Puis le deuxième sujet, et ça vous en avez parlé tout à l'heure, c'est la souffrance au travail. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a beaucoup de métiers, particulièrement en France, mais pas que en France, qui sont pénibles, dont la pénibilité n'est pas reconnue, physiquement ou en termes de stress, et on sait qu'une longue exposition à ces facteurs de pénibilité aggrave les conséquences sur la santé, surtout à ces âges. Et donc les personnes souhaitent pouvoir s'arrêter avant d'être trop abîmées. Et puis enfin, il y a une troisième question qui est importante aussi, c'est quel est le sens de la retraite ? Est-ce que, passé un certain âge, parce qu'on reconnaît la valeur du travail qui a été accompli, on a le droit à un temps libéré, et donc de disposer de sa vie, d'avoir une activité associative, des loisirs, etc. Ou alors est-ce que la retraite, c'est uniquement le moment où, parce qu'on ne peut plus rien faire d'autre, on vous sort du marché du travail. Et donc, c'est une troisième question. Et il me semble que le ministre de l'Intérieur est à côté de ces trois questions qui sont les questions posées par la réforme. Et d'ailleurs, c'est la même question que je posais à Chloé Morin tout à l'heure. C'est-à-dire qu'avant de lancer la réforme des retraites, il fallait peut-être poser ces enjeux-là, notamment l'emploi des seniors. Ce qui est terrible, c'est que la question de l'emploi des seniors, on en reparle à chaque réforme des retraites, un peu comme alibi, en disant on voit bien qu'il y a un problème, mais on va le régler. Or, il y a deux problèmes. D'abord, toutes les mesures sur l'emploi des seniors qui ont été mises dans la loi, on sait maintenant qu'il y a un fort risque d'inconstitutionnalité et qu'elles risquent de disparaître du texte. Donc c'est un peu des mesures alibi. Et ensuite, quand bien même on pense que ces mesures auraient de l'effet, ce qui n'est pas vraiment certain parce qu'elles sont très légères, elles concerneront les personnes dans 10 ans. Donc les premières personnes qui vont être concernées par la réforme, celles qui ont 55 ans ou plus et qui se demandent comment elles vont tenir, ou qui sont déjà hors de l'emploi, elles, de toute façon, la question est déjà réglée. Et donc on va leur compliquer la tâche alors même qu'il n'y a pas de solution. Un témoignage, je pense que vous allez me suivre en régie, ce n'était pas ce qui était prévu, mais je voudrais qu'on parle de l'emploi des seniors, donc je vous propose un témoignage sur ce thème. C'est une directrice financière qui cherche un emploi, elle s'appelle Delphine, elle a passé le stade fatidique, entre guillemets, des 55 ans, on l'écoute. J'ai 56 ans et je ressens parfaitement que ça, c'est un frein parce que beaucoup d'entreprises, quelques entreprises m'ont dit « mais combien de temps allez-vous rester chez nous ?» Vous voyez, ils ont peur en fait que je m'en aille au bout de 3-4 ans. Alors que souvent, c'est le fait des plus jeunes qui, eux, n'hésitent pas à bouger. Moi, à mon âge, j'ai envie de dire, je reste jusqu'à ce que M. Macron nous dise qu'on peut partir à la retraite.
Jean-Marc Daniel, votre avis sur l'emploi des seniors, est-ce que, alors j'ai bien entendu vos chiffres, mais est-ce que ce ne serait pas aussi un moyen de rééquilibrer le système de répartition, de mettre plus de gens à l'emploi, en réformant l'emploi des seniors? Oui, c'est évident qu'un des enjeux et de l'ensemble des mesures qui sont prises, c'est d'augmenter le taux d'emploi, y compris des seniors. D'ailleurs, quand on regarde la retraite à 60 ans, c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans le couloir. Alors j'aime bien quand on partage avec les téléspectateurs ce qui s'est dit avant dans le couloir. Super, allez-y. En fait, quand on regarde le discours de François Mitterrand à l'époque, il y avait une partie qui disait, bon, les travailleurs ont le droit, enfin, un discours classique pour un leader socialiste, et puis il disait deux choses importantes. Il disait, en fait, on a mis tellement de pré-retraite, il y a tellement de gens qui, entre 60 et 65 ans, sont payés en pré-retraite, donc sont payés à ne rien faire, qu'on a plutôt intérêt à les mettre à la retraite, parce qu'une retraite coûte moins cher qu'une pré-retraite. Et donc, c'est une façon d'économiser. Et la deuxième chose qu'il disait, c'est qu'il y a un problème de chômage, c'est ça le vrai problème qu'il faut résoudre. Et donc, disait-il, quand le baby-boom arrivera à l'âge de la retraite, quand les gens nés en 1946 arriveront à l'âge de la retraite, donc en 2006, disait-il, on aura résolu le problème du chômage, et à partir de ce moment-là, on pourra reporter l'âge de départ à la retraite, le ramener à 65 ans, parce que le système ne supportera pas la mise à la retraite à 60 ans du baby-boom. Bon. Or, le problème, c'est qu'effectivement, on n'a toujours pas résolu le problème du chômage. Même si la situation s'améliore, le chômage baisse, mais il y a quand même encore 2 800 000 chômeurs dans ce pays. C'est énorme. Et donc, la politique du gouvernement, c'est quand même aussi de dire, on réforme l'assurance chômage pour essayer aussi d'inciter la population à revenir vers le travail. On réduit la durée d'indemnisation pour essayer de mobiliser l'emploi. Donc, toutes ces stratégies, c'est plus une stratégie de croissance, retour à l'emploi, valorisation du travail, que véritablement une stratégie de droit à la paresse, à partir d'un constat, je maintiens, c'est que le pays vit au-dessus de ses moyens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas durablement accumuler les déficits que nous accumulons en ce moment. Mais juste en termes de communication, c'est un peu un dialogue de sourds, parce qu'on comprend très bien ce que vous dites, mais et c'est dit un petit peu comme ça par le gouvernement avec un tableur Excel, si vous voulez. Et en face, on a des envies d'une société qui change, auxquelles on répond pas finalement. Alors qu'on pourrait se dire que c'est un projet collectif, parce que comme vous le dites, plus on travaille, plus on va avoir de richesse, plus on peut se la partager, et plus on a un pays qui économiquement est sain. Mais c'est pas du tout l'accent qui est mis en termes de communication par le gouvernement. Donc il y a un peu un dialogue de sourds qui a du mal à aboutir. Moi, ce qui me frappe dans c'est à quel point finalement on n'interroge même plus les codes qui sont des codes de communication et qui ont été posés effectivement par Nicolas Sarkozy notamment pendant sa campagne présidentielle en 2007, quand il dit valeur travail. Parce que valeur, ça veut dire, ça renvoie en fait une forme d'impératif moral, et ça renvoie aussi à une sorte de tripartition de la société entre les assistés, ceux qui travaillent, qui sont méritants, etc., et les assistés du haut, c'est-à-dire les plus riches qui se soustraient à la solidarité, à leur devoir de solidarité nationale, etc., et les plus pauvres, en fait, ou les chômeurs, dont on dit, c'est le discours d'une partie de la droite, dont on dit qu'ils sont responsables de leur situation de chômage, et qui sont feignants, etc., et qui ne veulent pas retourner en emploi. Et quelque part, il y a quand même la manière de faire référence à la valeur travail, ça permet d'évacuer dans les représentations toutes les questions, notamment de pénibilité, de souffrance au travail, les questions des causes du chômage qui sont autres que la simple volonté du chômeur d'avoir un... Voilà. Et donc, ça permet, en fait, d'orienter tout le débat et les représentations des gens. Mais je reste avec vous parce que toujours sur l'emploi des seniors, le fait que finalement, la France reste, on le verra aussi dans notre seconde partie d'émission, mais plutôt à la traîne des autres pays européens, donc là, un constat d'impuissance des pouvoirs politiques qui se sont succédés. C'est au cœur de votre livre, ce sentiment d'impuissance. Est-ce que là aussi, c'est parce que finalement, ça repose pas plus sur une culture d'entreprise ou des mauvaises habitudes prises par des recruteurs ou des DRH? Sur la manière... Sur l'incapacité de la France à mieux employer ses seniors. Ah bah ça, pour le coup, il y a un vrai sujet. D'ailleurs, pour mon livre, j'ai interrogé notamment des responsables syndicaux. Oui. Et ce qui m'a frappé, c'est que ce soit Philippe Martinez ou Laurent Berger, par exemple, disent la classe politique française a, en moyenne, une méconnaissance profonde
du monde de l'entreprise et du monde des salariés et de ce qu'est l'expérience du travail. Et alors évidemment c'est en moyenne parce qu'il y a forcément, et moi j'en ai croisé plein, des responsables politiques qui ont été avant entrepreneurs, qui ont été plein de choses, mais sans doute que dans la manière dont on a appréhendé la question du travail, et notamment du travail des seniors, puisque c'est votre question, depuis 20, 30, 40 ans, il y a sans doute quelque part cette méconnaissance-là de la part des responsables politiques, et donc ça a imprégné quelque part les solutions qui ont été mises en œuvre, et y compris la manière dont on écoute ou pas les experts des différents sujets pour éclairer le débat. Je voudrais qu'on parle maintenant du télétravail. La crise Covid, les confinements ont évidemment provoqué ce questionnement sur la place au bureau. 33% des actifs télétravaillent au moins un jour par semaine aujourd'hui. Il n'était que 3% en 2017. Ça donne une idée de l'accélération du phénomène. Et je vous propose un témoignage, un exemple, celui de Brice Amato. Il est responsable d'études marketing. Il a aménagé sa chambre d'amis en bureau. Regardez. Voilà, donc ici c'est mon espace de télétravail. Donc à la base c'était une chambre d'amis, mais vu que le télétravail s'instaure régulièrement pour moi et pour ma compagne aussi, on avait besoin d'avoir vraiment un espace au calme et dédié à l'activité de télétravail. Cette flexibilité, ce système un peu hybride, est justement, je trouve, un très bon moyen pour pouvoir réaliser toutes les missions qu'on a à faire chaque jour ou tout au long de la semaine. Ça change la vie. Il y a pour moi vraiment plein d'avantages. Au-delà du confort et du calme qu'on peut avoir dans son bureau chez soi plutôt qu'au bureau en entreprise, moi l'avantage numéro 1, c'est la fatigue en moins liée au transport. Le plan de coupe sur la piscine, Michael Zemmour, ça vous fait rire sur les avantages. Mais au-delà de l'anecdote, est-ce que c'est pas aussi une fracture entre Français? Parce qu'il y a ceux qui peuvent télétravailler et puis il y a ceux pour qui ça n'arrivera jamais, quoi, tout simplement. Bien sûr, il y a plein d'emplois qui ne sont pas télétravaillables dans la logistique, dans le nettoyage, chez les ouvrières, les ouvriers, etc. Et c'est à la fois les métiers où il est le plus dur de trouver à l'approche de la retraite un emploi, de se faire réembaucher, et c'est là où il y a aussi le plus de pénibilité non reconnue. Et donc, effectivement, parmi les facteurs de pénibilité, passer 55-60 ans, avoir un temps de transport, que ce soit en transport en commun ou automobile très long, c'est un facteur, j'ai envie de dire, d'inégalité qui redouble. C'est-à-dire qu'à la fois, on sait que la réforme des retraites va davantage toucher les personnes qui ont commencé autour d'une vingtaine d'années et un peu moins les personnes qui ont fait beaucoup d'études. Et en même temps, c'est les mêmes personnes qui ont fait beaucoup d'études qui peuvent, par exemple, accéder au télétravail et aménager leur temps et l'organisation de leur travail. Et donc, du coup, la réforme, elle est ressentie d'autant plus durement que cette question des conditions de travail, mais aussi des conditions de transport, se pose pour des personnes qui vont devoir décaler leur départ en retraite de 1 à 2 ans. Jean-Marie, ce qui est frappant, c'est quand même la rapidité de l'adoption du télétravail par les entreprises. Alors, contrainte et forcée, mais Émilie disait tout à l'heure qu'il n'y avait peut-être pas forcément cette culture chez certains chefs d'entreprise, mais ils n'ont pas eu le choix, quoi. Oui, alors ils n'ont pas eu le choix. Le confinement en 2020 a provoqué effectivement l'organisation autour du télétravail. Alors, il y a un économiste américain qui s'appelait David Graeber, qui a été emporté d'ailleurs par la Covid, qui avait écrit juste avant de mourir un livre qui s'appelait sur les bullshit jobs, c'est-à-dire les emplois inutiles, en fait. Et donc, il y a tout un tas d'études aux États-Unis pour démontrer qu'en fait, une des conséquences du télétravail, ça a été de mettre en évidence, d'identifier ces jobs-là. Ouais. C'est-à-dire, vous avez au bout d'une semaine, vous faites une première réunion Zoom et puis vous vérifiez ce qu'ont fait les gens et tout ça. Et au bout de 15 jours, il y a déjà 2 ou 3 personnes que vous n'associez plus à la réunion Zoom parce que finalement, vous dites... On n'en a pas besoin. Et au bout des 55 jours en France de télétravail et de confinement, on peut considérer qu'il y a les bullshit jobs ont été identifiés. Et donc, il y a une relation nouvelle qui s'organise autour de ça. En fait, là aussi, Emmanuel Macron, ça a été repris d'ailleurs dans les vœux de François Hollande, les vœux de 2016 de François Hollande, où il disait il va falloir concevoir la société nouvelle qui sera davantage une société client-fournisseur qu'une société
employeur-employé. Et donc la société client-fournisseur, c'est la société du télétravail. C'est-à-dire, vous vous organisez comme vous voulez, on vous demande une production, un résultat, un élément physique et tangible, mais après, vous vous organisez comme vous voulez. Et je crois qu'alors là, on l'a bien dit, tout le monde ne peut pas être dans cette situation. Ce qu'il y a de frappant, c'est que pendant un certain temps, on a été persuadé que les fonctions intellectuelles étaient préservées par le fait que la machine ne pouvait pas les remplacer. Puis il y a eu la phase où on a dit, mais la machine va aussi remplacer les fonctions intellectuelles. Il y a toute une littérature sur le fait qu'on n'a plus besoin de médecins généralistes, on n'a plus besoin d'avocats. Enfin, on a besoin d'une partie très très infime de toute cette population parce que des machines vont le faire. Et donc, finalement, les professions intellectuelles sont ramenées dans le même degré d'angoisse et dans le même type de rapport au travail que les professions manuelles. Et puis là, de nouveau, il y a une distance qui se fait. Les professions manuelles sont obligées d'être sur place. Les conducteurs de bus sont obligés d'être présents dans le bus, alors que les professions intellectuelles peuvent s'organiser comme elles l'entendent. Et il y a de nouveau une inégalité qui est en train de se constituer dans le rapport au travail par le télétravail. Alors, travailler moins, ça peut venir évidemment d'une volonté individuelle, mais c'est aussi, on va le voir avec Yann Effelé qui est juste derrière le rideau de Sens Public, une volonté de certaines entreprises. Bonsoir Yann. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. On va parler de la semaine de 4 jours, la réduction du temps de travail, réalité à l'étranger, mais aussi en France. On commence par la France. Oui, et ça n'est pas que le cas des startups, c'est le cas de toutes les entreprises qui vont apparaître derrière moi. Par exemple, Mozo, le service de pub sur smartphone, également Welcome to the Jungle, une entreprise de 300 salariés spécialistes du recrutement. Même la fonction publique s'y met, ça c'est l'URSSAF Picardie qui l'expérimente. Le groupe informatique LDLC, lui, a fait le choix de la semaine de 4 jours depuis maintenant 2 ans. Et écoutez son patron, vous allez l'entendre, ça n'est pas qu'un cadeau pour les salariés, c'est aussi dans son intérêt. Au moment où moi j'ai mis la mesure en place, vu qu'en plus on a réduit le nombre d'heures, je m'attendais à ce que c'est un coût. Et en fait, dans les faits, ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, les gens travaillent mieux en 4 jours qu'ils ne travaillaient avant en 5 jours. Et pour prendre un chiffre très concret, l'année dernière, on a fait 700 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 1050 collaborateurs. L'année avant la mise en place, on avait fait 500 millions d'euros de chiffre d'affaires avec autant de collaborateurs. Donc concrètement, on a fait 37% de croissance sans recruter. Lui a fait le choix de passer ses 1100 salariés à la semaine de 4 jours sans allonger les journées. Ils sont passés des 35 aux 32 heures. On l'écoute encore ? On l'écoute encore. Ça a été le plus marquant, c'était la logistique. Parce qu'en fait, en logistique, en gros, ils font à peu près 30 colis à l'heure. Ils faisaient en tout cas 30 colis à l'heure. Et je m'étais dit, c'est un métier pénible, c'est pas un métier marrant. C'est pas parce qu'on passe à 4 jours et 32 heures qu'ils vont se mettre à faire pour 35 colis à l'heure, c'est pas possible. Et en fait, si. Et c'est même mieux que ça, c'est qu'ils en font plus. Parce que, comme ils viennent plus reposer, comme ils attaquent des semaines qui durent que 4 jours, qu'ils n'ont pas le temps en réalité de se fatiguer mentalement, qu'ils ont le temps de se reposer réellement, et ben en réalité, ils ont une meilleure productivité parce qu'ils arrivent avec le sourire au lieu d'arriver en se disant une semaine de plus et je les enchaîne sans arrêt. Et cette mesure concerne tout le monde, les techniciens, les vendeurs, les cadres. Bon, ça a l'air d'être un succès dans les entreprises qui l'ont mise en œuvre. Est-ce qu'on a une idée de la part des entreprises pour lesquelles ce système fonctionne justement ? Oui, Thomas. Et pour ça, il faut se rendre au Royaume-Uni. Le pays a mené la plus grande expérimentation jamais réalisée sur le sujet. Pendant 6 mois, 61 entreprises ont fait passer la semaine de 5 à 4 jours. 2900 salariés concernés, une réduction de 20% du temps de travail et un salaire maintenu. Conclusion de l'étude, les effets ont été très bénéfiques à la fois sur le bien-être des salariés, mais là on avait assez peu de doutes, mais aussi pour les entreprises. 92% d'entre elles ont maintenu la semaine de 4 jours après l'expérimentation. Leur chiffre d'affaires n'a pas baissé. Il a même légèrement augmenté de 1,4% en moyenne. On connaît les difficultés actuelles des entreprises à fidéliser leurs salariés. Eh bien, le dispositif a permis de diminuer les départs de 57%. Et puis, les arrêts maladie ont baissé, moins 65%. Côté salariés, ils sont 39% à se sentir moins stressés, 71% à se dire moins épuisés. En bref, du personnel plus en forme, plus épanoui et donc plus productif. Merci beaucoup Yann, ça va forcément faire réagir nos invités. Je vous entendais pendant la chronique de Yann Effelé. Chloé Morin, je voudrais d'abord, avant de parler du fond de la semaine de 4 jours, sur le principe de l'expérimentation. Je trouve que c'est vraiment intéressant, tester une réforme dans un département avant de la généraliser. La France l'a déjà fait d'ailleurs, mais est-ce que c'est dans notre culture politique, ça ? Oui, non, c'est pas tellement dans notre culture politique. Et pour le coup, alors le gouvernement essaye de mettre en œuvre des expérimentations, mais c'est vrai que la culture de l'expérimentation et de l'évaluation
c'est-à-dire de prendre une loi et de voir 1 an après, 2 ans après, 5 ans après ce que ça donne, si ça marche ou pas, et éventuellement ajuster, c'est pas tellement dans notre culture politique. Et il y a plein de secteurs, celui de la sécurité notamment, où on a tendance à empiler les lois, souvent de manière émotionnelle en réaction à un fait divers, et on sait très bien que du coup dans l'empilement on n'est plus capable de savoir ce qui est efficace, ce qui ne l'est pas, et que ça nuit forcément à l'efficacité de l'action publique, ça c'est clair. Mickaël Zemmour, sur le principe de la semaine de 4 jours, j'entendais réagir aux propos du chef d'entreprise sur les effets en termes de productivité, d'état d'esprit des salariés. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça aurait été intéressant d'entendre en plus les salariés pour avoir leur point de vue, mais effectivement c'est plus dans le sens de l'histoire que d'essayer de courir, d'avoir une productivité qui s'effondre et de dire on va augmenter le nombre d'heures. Le sens de l'histoire au XXe siècle, c'est plutôt effectivement des gains de productivité et du temps libéré, une augmentation du taux d'emploi, parce que les femmes ont davantage participé au travail, mais par contre des journées qui se raccourcissent, des vacances, les 35 heures en France, etc. Donc c'est plus dans le sens de l'histoire, et ça pose aussi, ça c'est intéressant, la question de l'organisation du travail. Bien sûr. Mais alors, tout à l'heure, vous disiez on pourrait supprimer des jours fériés pour que finalement, à l'époque, à la période de notre vie où on est les plus productifs, on travaille plus. Donc alors, vous êtes peut-être pas forcément d'accord sur le sens de l'histoire. Ah mais si, nous sommes d'accord sur le sens de l'histoire. C'est-à-dire que la réduction du temps de travail suppose qu'il y ait des gains de productivité. L'enjeu, c'est d'où viennent les gains de productivité. C'est-à-dire qu'encore une fois, le grand mystère de ce qui se passe en ce moment... supprimer, ou alors je comprends rien, mais supprimer des jours fériés, c'est pas réduire le temps de travail. Au contraire. Bon, au contraire, supprimer des jours fériés, ça part du principe que les gains de productivité ne sont pas au rendez-vous. Donc là, dans l'exemple qu'on a eu, c'est quelqu'un qui dit « Moi, j'ai fait des gains de productivité, j'ai réorganisé l'entreprise. » Et il y a des gens qui vous disent « Mais pourquoi pas la semaine de 4 jours, mais 9 heures par jour, donc ça fait 36 heures au lieu de 35 heures. » Donc il faut bien voir. Là, c'est vraiment, on réduit à 32 heures la durée du temps de travail. Et donc, le seul commentaire que fait le chef d'entreprise, ça a permis de faire des gains de productivité. Or, les gains de productivité, à l'heure actuelle, dans les pays développés, dans les pays qui sont à ce qu'on appelle la frontière technologique, ne sont pas au rendez-vous. Alors, et donc, vouloir baisser la durée du temps de travail, s'il n'y a pas les gains de productivité, ça conduit à un échec. Dans les années 30, on a baissé brutalement le temps de travail aux 40 heures. On a été obligé de revenir à la libération là-dessus, et progressivement, on a réinstallé la baisse du temps de travail au fur et à mesure qu'il y a eu des gains de productivité. Donc il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut d'abord le progrès technique, d'abord l'évolution technologique, et à ce moment-là, on pourra réduire le temps de travail. Alors c'est vrai que sur le long terme, sous la monarchie de Juillet, un salarié travaillait 3200 heures par an. Aujourd'hui, un salarié, il travaille 1400 heures par an en France. Bon. Et il vit mieux. Et il vit nettement mieux. Mais il y a eu du progrès technique. C'est pas une décision comme ça qui est tombée. C'est pas le gouvernement qui a dit, pof, ça va aller mieux. Non, c'est eu du progrès technique. C'est peut-être une question entre la valeur du temps de travail et comment on valorise ce temps de travail, parce que c'est plus de la durée. Et c'est ce qu'on voit dans le reportage là. C'est qu'est-ce qu'on en fait de ce temps de travail et comment il est valorisé. Et a priori, dans les témoignages qu'il y a eu là, ça veut dire qu'il est fortement valorisé, même quand on réduit en heures. Et ça, c'est important à comprendre parce que c'est pas du tout la mentalité, en effet, moi je reviens là-dessus, du management. Le management, comme vous l'avez dit, il a besoin d'avoir tout le monde en visio tout le temps. C'était ce qui s'est passé au Covid. Au Covid, tous les matins, les managers prenaient tout le monde en visio, ce qui était totalement inefficace, mais juste pour vérifier que les gens étaient bien là parce qu'ils étaient dans un temps de travail et pas dans une valeur travaillée. Et c'est ça, à mon avis, qui est dur à faire passer en termes de culture, parce qu'on a l'impression que la personne va aller se baigner toutes les 5 minutes, mais si elle fait bien son travail en 1 heure ou 2 heures, ce qu'elle faisait habituellement en 8 heures, et qu'après elle va se baigner, il n'y a aucun problème. Et ça, on a du mal encore à le comprendre et à le voir, à l'accepter. On termine toujours sur ce thème de l'organisation du travail. Je vous propose ces chiffres issus d'une étude de l'Institut Montaigne. 35% des actifs qui disent travailler souvent ou toujours le week-end, le soir après 20h et les jours fériés. Face à cette tendance, il y a un mouvement, alors je ne sais pas s'il est vraiment nouveau, mais en tout cas, il est décrit comme tel, notamment aux États-Unis, qu'on appelle le quiet quitting ou démission silencieuse. Écoutez les explications de cette coach en développement personnel. Mais il y a surtout un nouveau mouvement qui s'appelle the quiet quitting ou silent resignation ou silent surrender. On s'en fout, ça veut dire la démission silencieuse. Et ça consiste en quoi ? Tu restes en poste, tu fais ton travail professionnellement, mais
Tu refuses les heures supplémentaires, tu refuses de répondre aux emails ou au téléphone en dehors des horaires de travail et tu refuses d'assumer des responsabilités qui ne font pas partie de la description de ton poste. Toute l'ambition de ce mouvement, c'est de dire non au stress et oui à la santé mentale au travail pour bien distinguer vie perso et vie professionnelle. Mickaël Zemmour, les mots santé mentale au travail, j'ai l'impression que c'était totalement tabou. Il y a quelques années et qu'aujourd'hui, c'est dans le vocabulaire de tous les DRH. Oui. Donc là, on peut dire que c'est un progrès. C'est un progrès ou c'est la reconnaissance d'un problème. Oui, aussi. Mais ce qu'elle décrit en partie, ça s'appelle le respect du droit du travail. C'est-à-dire ne pas travailler en dehors de ses heures de travail, ne pas prendre des responsabilités si elles ne sont pas reconnues dans la fiche de poste. Le droit à la déconnexion. Le droit à la déconnexion, ça fait partie du droit du travail. Et effectivement, il y a pu y avoir des cultures professionnelles qui disaient la mission est plus importante que le droit du travail, on va s'asseoir dessus. Mais tout à l'heure, on disait il y a des choses qui dépendent des entreprises. Les pouvoirs publics ont une responsabilité aussi, au moins à 2 titres. D'abord, en tant qu'employeur, il y a 1 personne sur 5 dans ce pays qui travaille pour une organisation publique, qui est fonctionnaire, etc. Et en tant qu'employeur, à la fois sur les rémunérations et sur l'organisation du travail, l'État est loin d'être exemplaire. Vous parliez des internes, mais c'est vrai aussi dans l'éducation ou dans plein de secteurs du public. Donc, il y a une responsabilité du public de ce côté-là. Et puis, il y a aussi des institutions. La médecine du travail, parce que santé mentale au travail, s'il n'y a pas de médecin du travail, c'est un vœu pieux. Donc la médecine du travail, l'inspection du travail aussi, qui fait en sorte que la réglementation soit appliquée. Donc évidemment, l'organisation du travail, ça, c'est dans les entreprises, mais il y a besoin d'un cadre institutionnel et qui aujourd'hui est plutôt détricoté que consolidé. Ouais. Chloé Morin, vous avez travaillé 4 ans à Matignon comme conseillère de Premier ministre. Les politiques ou les conseillers, les conseillères qui sont souvent accros au boulot, est-ce qu'ils peuvent comprendre les Français qui, soit veulent faire le minimum ou alors sont dans, comme vous le disiez, le respect tout simplement du droit du travail? C'est sûr que... C'est une question de culture, là aussi. Oui, en termes d'horaire de travail, c'est très éloigné de cet exemple-là de respect absolu. Enfin, en gros, de toute façon, quand vous êtes en cabinet, vous savez qu'il n'y a pas de droit du travail qui s'applique, en vrai. Donc, vous pouvez être, viré du jour au lendemain et vous avez toutes les questions même de harcèlement, etc., sont pas traités de la même manière que dans le reste de la société. Donc forcément, oui, j'imagine que la manière dont les uns et les autres, du coup, perçoivent la société est un peu biaisée. Et ça explique sans doute que le monde politique, finalement, intègre difficilement et avec retard les phénomènes que les entreprises connaissent très vite. On parlait de burn-out. Le monde politique a mis beaucoup de temps à s'emparer de ce sujet. Même la semaine de 4 jours, ils y arrivent un peu sur la pointe des pieds, mais c'est quand même pas un truc... on n'a pas inventé la martingale, quoi. Ça pourrait être quelque chose qui est porté par différentes responsables politiques, et on voit bien que non, en fait, ils hésitent, je pense, parce que il y a quand même dans une partie de la classe politique la peur, et notamment au centre et à droite, la peur d'être rangé dans la case ceux qui encouragent les assistés, les paresseux, etc. Et donc l'innovation politique, et c'est vrai d'ailleurs de tous les sujets, aujourd'hui le monde politique peine à produire de nouvelles idées, de nouvelles solutions, et finalement est plus souvent à la remorque de la société qu'à l'initiative de changements réels et profonds. En gros, les politiques, ils vont les chercher dans le monde de l'entreprise, dans le monde associatif, ils vont s'inspirer d'idées, mais ils n'en sont pas les initiateurs. Ils en produisent de moins en moins, en quelque sorte. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Chloé Morin, je rappelle le titre de votre livre, On aura tout essayé, livre publié aux éditions Fayard.